Bonjour tout le monde, bienvenue dans Y'a pas de la data. Donc je suis Thomas Meimoun, data scientist et machine learning engineer. Je suis accompagné de Pierre Vanier, CEO de Fleet. On souhaitait tout d'abord vous remercier pour l'épisode précédent avec Paul Tavenot sur les plateformes IA. Il nous a beaucoup plu, on a eu beaucoup de retours positifs. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle personne et je vais laisser Pierre vous la présenter. Et oui, bonjour à tous, merci Thomas. Bonjour Thomas. Donc aujourd'hui, on reçoit Sacha, Sacha Samama, qui est donc ML Engineer et qui est CTO et cofondateur de la société Allison. Donc Allison qui est une société, une start-up dans le domaine de l'IA et du médical et plus particulièrement du dentaire. Et je vais lui dire bonjour et l'inviter à se présenter. Salut Sacha, bienvenue parmi nous. Bonjour à tous, bonjour, merci de m'accueillir. Du coup, c'est ça, Sacha. Donc, moi, j'ai un parcours de data science initialement. Donc, moi, j'ai commencé à faire des maths, on va dire, à la fac pour partir sur on va dire, un cursus assez classique de finance de marché. Et puis, la data s'est ouvert à moi un peu en toute fin de parcours. C'est là que j'ai exploré ce métier qui, à l'époque, s'appelait data mining. Donc, voilà. Donc, on parle de ça il y a à peu près 8 ans. J'ai exploré ce métier en commençant ma carrière dans une boîte de conseils spécialisés en data science qui s'appelle Quantmetry, que je pense que beaucoup connaissent. Et en fait, c'est là où j'ai un peu exploré les différents terrains de l'IA, à savoir faire des POC, donc s'amuser avec la data structurée, faire plein de modèles, les appliquer à un moment où en fait on était plutôt sur de la data science assez classique, traditionnelle, qu'on appelle comme aujourd'hui, pas forcément sur de la donnée non structurée. Et puis peu à peu, on est arrivé sur des champs un peu plus variés, un peu plus spécialisés. Du coup, on en parlera, je pense, après. Donc avec donc notamment de l'imagerie, du texte, évidemment, mais surtout aussi, et moi ça a été un peu ma passion, et ce que j'en ai fait après dans ma carrière, c'est finalement l'industrialisation de l'IA, c'est-à-dire comment faire en sorte pour que l'IA dans les soit intégrée dans les systèmes d'information. Donc ça a été vraiment mon domaine, ma spécialité et ce que j'ai voulu finalement amener en termes de savoir-faire. Moi, j'ai évidemment perçu et même vécu ce gap de compétences entre la compétence très scientifique pour laquelle j'étais, on va dire, formé, et puis la compétence finalement très pratico-pratique de dev, hein, soyons clairs, sur le terrain où on attend finalement des personnes, des data scientists qui soient à la fois bons scientifiques mais aussi bons codeurs pour ensuite embarquer ça en industrialisation. Et ça a été vraiment une phase de montée en compétences assez importante de mon côté et c'est finalement ce que j'ai voulu à mon tour transmettre. Donc c'est pour ça qu'après cette expérience dans le conseil, j'ai en fait vite pris le pli de l'aventure entrepreneuriale, et ça a été un peu cette seconde aventure-là où j'ai voulu finalement créer à mon tour cette école qui comblait un peu ce gap entre profil scientifique et on va dire développeur, toujours dans le domaine de l'IA et de l'industrialisation des modèles. 2 années hyper intéressantes, notamment dans ce que ça veut dire que de construire un parcours pédagogique, de le Ça, c'est certifier. Yota Academy, hein, Exactement, c'est ça Yota hein, dont on Academy. parle. Donc un parcours certifiant, et cetera, et cetera. Donc avec évidemment toute la partie administrative de la chose, mais surtout ce que ça veut dire que d'aller chercher des promos, les recruter, les former, aller chercher des profils, on va dire, qui vont chercher le bon niveau d'upskilling. Et donc ça a été un vrai challenge, et surtout, voilà, finalement un peu une passion de mon côté, de mettre à profit un savoir-faire, une connaissance, une compétence vers le bon niveau de ce qui est attendu, ce qui était attendu à l'époque et d'ailleurs qui est toujours attendu aujourd'hui. 2 années qui m'ont amené on va dire, aussi à pas mal pivoter puisque pendant le covid, le business de la formation était assez compliqué puisque le business model était basé sur, on va dire, du recrutement tout simplement. On formait pour ensuite, appeler des recruteurs payés pour ces profils. C'était compliqué pendant le covid, ça nous a amené à pivoter pas mal de fois sur un business model, finalement un peu formation pro, je dirais, qui était moins sexy, et puis une divergence aussi de vision, en tant qu'associé qui m'a amené un petit peu à quitter le navire. Et puis voilà, du coup maintenant, chez Allison, après cette superbe aventure, après être passé évidemment par des casquettes de freelance, pour évidemment, subvenir à mes besoins, du coup, voilà, Allison aujourd'hui c'est 3 ans d'aventure, un peu tout petit peu moins. En tant que cofondateur, donc cette fois-ci, CTO, donc une casquette un peu différente parce que j'avais la casquette CEO avant. Mais finalement, ça m'a permis, de répondre au fait que finalement être CTO, c'était finalement ce qui me plaisait et toute la partie CEO ne me plaisait moins. Je pense que ça fait partie aussi des aventures par lesquelles on doit passer pour aussi se forger une conviction, personnelle. Et donc CTO chez Allison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à peu près, 18 personnes dans mon équipe, une équipe tech assez diverse, hein, de développeurs, donc software engineer, de machine learning engineer, deep learning engineer pour être plus précis, d'infra, donc team cloud, DevOps, une équipe aussi QA,
puisqu'on met en place un produit, un software, donc du coup, il faut aussi bien le tester et approuver sa qualité. Surtout Et dans puis le une équipe médical. surtout dans le médical et du coup, qui dit QA dit aussi CARA, donc le domaine, de la réglementation, puisque du coup, on fait certifier ce produit en tant que, dispositif médical, ça en Europe et aux US, donc du coup, ça nécessite aussi de documenter le tout. Voilà. Eh beh, cool. Du coup, IA, domaine médical, c'était comment, l'univers du médical, du dentaire avant, comme ça, l'avènement de l'IA et l'arrivée d'Allison? Est-ce que c'est Bah, c'est une histoire assez marrante puisque moi dans le domaine du dentaire, moi j'ai quand même pas mal de proches, qui sont dans ce domaine-là, hein, en tant que dentiste en général. Donc je connaissais un peu de loin, ce qui se faisait et se pratiquait et je savais que on était à des années-lumière, de la digitalisation de ce métier, ça c'est clair. Mais je m'en suis rendu compte par, mon actuel associé, hein, qui s'appelle Lionel Elbaz, qui est le CEO, qui est évidemment dentiste, et qui m'avait recontacté pour, justement, s'associer et qui m'a finalement fait comprendre à quel point c'était vrai et à quel point c'était encore plus vrai dans le dentaire. Plus qu'aujourd'hui des spécialités comme la radiologie, on a beaucoup de startups dans ce domaine-là, qui ont pris le pli depuis un moment et dont ça a été, l'objet numéro un, déjà de digitaliser puis ensuite d'évangéliser, là où le dentaire était vraiment un gap en retard. Donc finalement, on a vécu ces 2-3 premières années, d'évangélisation, pour être très simple. Mais avant ça, en fait, je me suis rendu compte de la non-digitalisation. C'est-à-dire qu'on est dans des cabinets, déjà c'est une pratique assez privée, hein, on est moins dans le domaine public, de dentaire. Ça existe, mais c'est quand même plus fréquent, moins fréquent, pardon. Et du coup, en pratique privée, les machines, sont installées, on va dire, à la mort moelleux, c'est des installateurs un peu dans leur coin qui font un peu leur job et qui appliquent une documentation assez, on va dire, assez standard, des protocoles de sécurité qui sont souvent pas respectés. Enfin voilà, c'est vraiment très, 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 très vétuste, et du coup, et on arrive dans un système où finalement il y a plusieurs softwares ou on va dire, applicatifs qui se mélangent et qui ne se parlent pas. Et ça, c'est hyper problématique même pour eux au quotidien, puisqu'en fait, ils ne sont même pas conscients de ce qui est possible de faire. Donc déjà, la première étape, ça a été de trouver déjà des axes stratégiques de développement et de positionnement au sein de ce cabinet, parce que le vrai challenge, avant de parler d'IA, c'est comment apporter la solution dans le cabinet sans changer la pratique. En tout cas, ça, c'est vraiment la réponse à la question un peu ultime, qui est de dire, mais ok, comment ma solution va être adoptée sans que ce soit encore une couche supplémentaire applicative et on va dire des étapes manuelles en plus de se dire, ah bah oui, il y a ce software-là, il faut que je l'utilise, il faut que j'y pense. Donc ça a été vraiment un premier challenge sur lequel on est encore évidemment toujours en train de se focaliser puisque c'est un travail de longue haleine, donc de digitalisation et finalement de évangélisation de l'écosystème. Donc ça passe par évidemment trouver des solutions techniques, craquer des solutions techniques sur le terrain, mais ça passe aussi par des leviers de partenariat stratégiques à travers des acteurs qui sont clés. Donc par ça, on va parler finalement, on va souvent entendre parler dans le médical de PMS, donc de Practice Management System ou Software, qui sont finalement des CRM patients, hein, pour faire simple, des CRM patients qui ont la capacité, d'hoster la data, alors soit locale, soit en cloud, ça dépend des acteurs, et de aussi amener toute la partie légale de ce pendant, c'est-à-dire la facturation, toute le stockage de la donnée, etc. etc. Et là où c'est compliqué, alors ça, je pense que c'est vrai un peu partout dans le médical, c'est qu'on a autant de PMS que de pays, et par pays, on en a au moins 5 à 10. Donc ça nécessite vraiment de s'attaquer de manière stratégique aux acteurs qui ont finalement plus de poids, qui ont compris évidemment le play de digitalisation, et ces acteurs-là qui ont aussi, on va dire, un support, un socle technologique qui est tel que s'appuyer sur des acteurs qui vont innover plus rapidement est aussi pour eux un levier pour aussi avancer plus vite. Donc bénéficier de technologies et de connecteurs qui leur permettent finalement de s'appuyer sur nous pour faire d'autres choses. Donc voilà, ça a été aussi, un des enjeux, sur lequel évidemment on continue actuellement. Moi, tout ce que tu me dis, ça me fait penser à l'accompagnement au changement. Et tout de suite, je pense au fait que tu es une startup, tu fais de l'intelligence artificielle, et en face, tu as des dentistes, des gens qui travaillent dans cet univers. Euh, Dans une startup, en général, les équipes sont jeunes. Les dentistes, c'est beaucoup, beaucoup d'années d'études. On commence très tard sa vie professionnelle. Comment on fait quand on a ce genre de choc des générations pour qu'un développeur qui n'a jamais travaillé dans le médical comprenne les besoins et qu'un dentiste qui ne fait pas d'IA comprenne l'aide que votre outil pourrait lui apporter?
Bah, en fait, nous, c'est assez marrant parce que, bah, le dentaire, c'est un peu particulier parce que le dentaire, c'est des études longues, mais relativement longues par rapport à, on va dire, au cursus médecine puisque on va dire en 6 ans, ils sont, docteurs en médecine, en dentaire. Donc c'est finalement un peu équivalent à un ingénieur, on va dire. Mais par contre, enfin, ils sont à des années-lumière, d'imaginer, enfin, on va dire le le parcours de digitalisation. Donc déjà un premier enjeu, que nous, on a essayé de mettre en place et surtout par rapport on va dire, à la volumétrie des clients. C'est-à-dire aujourd'hui, les clients sont segmentés un peu en différentes populations. On va parler vraiment des nouvelles générations qui là viennent des diplômés. Elles sont en fait, on comprend, mais alors c'est assez, on en reparlera je pense Les tout à l'heure, mais digital natives, finalement. digital native, mais au-delà de ça, on parle d'IA, ils sont déjà acculturés à ChatGPT. En 6-7 mois, ils savent déjà, même s'ils pensent savoir, mais c'est déjà un premier pas vers une évangélisation qui est clairement naturelle. Et en plus de ça, nous, on a mis déjà, on a pris, le pas, bien assez tôt. C'est-à-dire qu'on a imaginé aussi une solution, universitaire, donc une solution cloud pour les universités qui leur permettent déjà de s'acculturer à l'outil qu'ils utiliseront demain. Pourquoi? Parce qu'à la fac, en santé, en médecine et notamment en dentaire, ne serait-ce que pour, gérer les cas cliniques, et cetera, ils ont déjà les outils, PMS, radio et cetera, et en général, les outils qu'ils utilisent à la fac sont les outils qu'ils vont souscrire demain dans leur cabinet. Donc il y a aussi beaucoup de partenariats stratégiques qu'ont on va dire les marques, on va dire et les industriels, de base pour s'intégrer dans les hôpitaux pour ensuite évidemment demain, se nourrir en termes de leads entrants, et nous on a répliqué un peu cette logique pour les digital natives. Après, pour ceux qui sont déjà sur le terrain, qui pratiquent depuis plusieurs années, on va les segmenter en 2 parties. Ceux qui sont plus faciles d'accès sur la technologie et ceux qui sont vraiment très loin parce que, bah, soit, le digital pour eux, ça leur parle pas, et ils ont quasiment même pas de CRM, soit c'est vraiment un sujet, on va dire, qui est pas leur priorité, et donc ce qu'on a plutôt là où on a vraiment été hyper surpris, c'est que finalement la cible qu'on ne pensait pas attaquer, en fait, c'est la cible la plus réceptive, c'est-à-dire les plus âgés, les plus seniors. Parce que finalement, et donc là, c'est là, peut-être le message que je pouvais faire passer, c'est plus, l'outil est évidemment intuitif, plus l'outil est simple et plus l'outil est pédagogique, plus en fait plus la population peut se l'adapter. Et donc là, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, ces seniors-là avaient un nouveau jouet, en fait, avec lequel ils pouvaient finalement s'amuser au quotidien face à leurs patients. Et donc c'était plus une approche de type, bah, vous allez voir, c'est un outil en plus et cetera, mais c'est plutôt: «Ah bah, ça m'intéresse parce que du coup, ça va changer un peu mon quotidien, dans ma Mmh. pratique avec un nouvel outil qui va être un peu plus ludique». Donc c'est un peu ce qu'on a découvert qui a été hyper intéressant, et donc du coup ça a aussi pas mal changé, notre business model. C'est super intéressant ce que tu me dis là, parce que ça me fait une transition toute trouvée vers notre un petit peu notre 2e partie, où on va revenir justement à l'IA en tant que, finalement, c'est un vecteur de votre solution. C'est un élément clé et majeur dans votre solution, Alison. Et est-ce que finalement, ce chamboulement qu'on vit là actuellement avec, les LLM, les GPT, les transformers, les IA génératives, j'en passe et des meilleurs, qui est vraiment quand même un tsunami, même si c'est une évolution, à l'échelle de l'humanité aujourd'hui, c'est plus aussi une révolution. Est-ce que ça a changé vos plans, finalement, Est-ce que ça a amené ou ça vous a amené, bien évidemment en ne dévoilant pas de secrets, industriels ni trop stratégiques. Est-ce que ça vous a amené à repenser, changer votre fusil d'épaule ou revoir un petit peu vos business plans ou votre stratégie? Alors, c'est une super bonne question. Bah, déjà, moi, j'aimerais bien donner moi un peu mon avis personnel sur cette, vague-là, et la manière dont moi je l'ai ressenti. Déjà, moi j'arrive, comme je disais tout à l'heure, j'arrive dans un univers de data science où on parlait en 2014-2015, vraiment de data mining, où je pensais déjà commencer un peu à toucher à peu près au début de l'âge d'or de l'IA. Finalement, 7-8 ans plus tard, on rentre dans les années 2020, post-Covid avec, du coup cette vague, ce tsunami. Je me rends compte que finalement l'âge d'or, c'est maintenant, et peut-être que finalement la décennie qu'on est en train de vivre, que je pensais être finalement la décennie de la crypto, des blockchains et cetera, finalement c'est celle de l'IA. Donc finalement Ouais, je l'IA pense. Ouais. devient beaucoup plus mature, et là, à une échelle vraiment, colossale. Et du coup, c'est même moi d'un point de vue personnel, c'est une conviction qui évolue, grandement, donc qui me renforce aussi évidemment dans le choix qu'on fait et dans on va dire dans la conviction qu'on a de continuer dans cette aventure. Ça, c'est clair. Tu avais juste un train d'avance finalement. C'est ça, Un train d'avance. exactement. Ou la chance d'être arrivé au bon moment, ça dépend de comment on voit les choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Du coup, d'un point de vue business model, aujourd'hui, on est plutôt dans une enfin, on a notre verticale produit, elle est IA-centrique. En plus d'être, je dirais même pas data driven puisque forcément, par défaut, mais on est vraiment IA-centrique. Notre produit est entièrement basé sur une ou des solutions algo d'IA. Donc, les LLM finalement, ce qui nous ont permis, finalement d'actionner, c'est plus, j'ai envie de dire, des fonctionnalités qu'on n'aurait pas pensé prioriser à ce moment. Et donc là, c'est un je révèle un peu aucun secret de polichinelle ou quoi, mais typiquement, bah, dans notre produit, on a évidemment, l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu, bah, on peut évidemment le mettre en avant différemment avec ce type de technologie. On peut aussi l'imaginer différemment avec, des technologies de captation d'audio et cetera, et on peut imaginer plein d'autres choses qui finalement nous amènent à un peu reprioriser certaines choses ou certaines idées qu'on avait. On se dirait: «Bon, bah, OK, ça c'est pour plus tard, on verra ça plus tard». En fait, non, ça devient finalement peut-être un sujet qui peut être aussi différenciant d'un point de vue de la compétition. Parce qu'il y a quand même un sujet aussi, qui est lié à la compétition, c'est clair. Du coup, si vous considérez de plus en plus l'IA générative dans votre produit et ainsi de suite, il y a déjà 5 ans, c'était aussi très à la mode de donner un niveau de confiance à nos modèles de machine learning. Il y a plusieurs outils qui permettent de le faire. Aujourd'hui, avec les LLM et donc toutes les solutions qui existent, il y a un grand doute sur comment est fait, ce choix, comment les décisions sont prises. Quel niveau de confiance, vous, à Alison, vous allez donner à l'IA, au LLM et à votre solution de façon générale? De façon générale, on va dire le niveau de confiance, il est, en plus dans le médical, c'est quelque chose sur lequel on est évidemment très regardant. C'est notre, c'est quasiment la la réflexion principale qu'on va entamer avant d'embarquer une nouvelle idée, ne serait-ce que d'aller au bout de cette idée-là. Déjà en parlant de l'existant, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on annote des radiographies et en fait tout un tas de types d'imagerie. On commence par les radiographies et sur ces radiographies, on va avoir évidemment des seuils de confiance, et qui vont aussi permettre d'être mis en évidence à travers des probabilités ou voire même des seuils. Et l'avantage, c'est qu'on a aussi un outil qui permet aussi de pouvoir jouer sur ce seuil de sensibilité. Donc on a aussi un outil qui permet aussi qui laisse à l'utilisateur le choix de pouvoir finalement s'approprier un peu la solution un peu custom C'est une à sa sorte de façon. fine tuning en fait, Exactement. fait par De l'utilisateur. de fine tuning maison et moi, c'est un peu comme ça que je le vois, sur les LLM. C'est-à-dire, si demain on imagine des solutions de reporting automatisées et cetera ou un peu plus humaines, parce que évidemment qu'on a un reporting automatisé, mais finalement plus humain, ça pourrait être finalement une sorte de pré-remplissage, et sur lequel il aura toujours la main. Pourquoi? Parce que dans le médical, il y a aussi, et c'est peut-être un peu je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, c'est ce qui nous force à avoir, quand même, une approche risque avant tout. C'est finalement quel est le risque sur le patient que la solution peut délivrer. Et en fait, on est obligé de mettre des garde-fous à tous les niveaux. Des garde-fous qui sont, bah, les médecins qui utilisent la solution, qui sont de toute façon les derniers, remparts de la solution. Donc c'est eux avant tout qui vont partager cette information, qui vont valider cette information, qui vont valider le diagnostic, qui vont valider un compte rendu. Et donc c'est eux qui avant tout qui doivent, avoir la main mise sur: «Est-ce que je le valide? Est-ce que je le valide pas? Est-ce que je reprends pas?» Donc finalement, on est obligé de penser ces solutions comme étant intégrées dans un workflow, dans une UX, qui soit entièrement éditable. Donc on est d'accord que ça reste le professionnel de santé qui reste le pilote. Hein, je vais reprendre une expression que tout le monde connaît, pilote, copilote, et cetera. On en parlera peut-être, tout à l'heure aussi. Et l'IA est un copilote et est un assistant. Ça me permet de reboucler un peu, aussi sur cette question, est-ce que tu fais pas, par rapport à cette, population, à laquelle vous vous adressez, votre cible, est-ce que tu fais pas aussi naître des peurs, avec l'IA, chez, vos prospects, vos clients, de se dire: «Bah, le radiologue, il est en train de compter ses jours parce que, il se dit, à ce rythme-là, en 2025, il y a plus besoin de moi, quoi. Est-ce que les radiologues vont être amenés à grosse question, hein, mais C'est clair. et peut-être pas politiquement correct, mais tout le monde se la pose. Il faut bien la mettre sur la table quand même. Non, non, mais bien sûr, c'est clair. C'est une question ultra légitime et qu'on avait même nous, en fait, au départ, en a priori, in fine. Alors déjà, on va distinguer radiologue, dentiste, puisque c'est vraiment 2 spé différentes. On peut avoir des radiologues en client lorsque, par exemple, le dentiste n'a pas de machine locale et donc il va déléguer finalement cette tâche de prise de radio chez un radiologue, mais c'est pas forcément notre cœur de cible. Notre cœur de cible, c'est vraiment le dentiste qui, de toute façon, est équipé et est formé pour interpréter de la radio. Donc ce dentiste-là qui a, on va dire une expertise dans, on va dire l'interprétabilité de la radio, hem, ce qu'on a constaté déjà premièrement, c'est qu'on est arrivé dans le moment où Allison est arrivé sur le marché, on était vraiment, on avait une énorme connotation de par, les solutions existantes. Donc là, les solutions de radiologie, c'est-à-dire d'aide au diagnostic. Et donc, on a tout de suite été connoté comme étant une aide au diagnostic,
Ce qui est à moitié vrai, dans le sens où c'est un peu vrai, mais c'est pas complètement la solution qu'on met à disposition, puisque cette aide diagnostique est avant tout le cas déjà, un, quand on a un dispositif médical, premièrement. Deuxièmement, donc certifié. Deuxièmement, c'est de pouvoir aussi apporter finalement, qu'est-ce qu'on apporte comme solution au praticien. Et le praticien, on a tout de suite vu que quand c'est trop magique, il refuse. Donc quand les résultats sont, on va dire, tout de suite, soit s'affichent tout de suite, ou soit finalement L'effet boîte noire un peu. exactement, effet boîte noire. C'est-à-dire qu'il a pas la main sur le logiciel. Là, on s'est rendu compte, et d'ailleurs, on a fait pas mal d'allers-retours, hein, côté produit, et cetera, et donc d'aller vite sur le marché, ça a été aussi un moyen de pouvoir vite ne pas se tromper et d'aller dans la bonne direction. Et donc ça a été vraiment le premier enseignement qu'on a eu à ce niveau-là. Et finalement, à ce moment-là, on s'est dit: «Mais finalement, qu'est-ce que offre notre solution?» Et c'est là où, parce que je parlais de communication patient tout à l'heure, et en fait, c'est là où on a défini finalement un peu notre vecteur, du produit, qui est finalement aujourd'hui notre solution n'est pas une outil de diagnostic, elle est une solution qui aide à la compréhension patient. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le dentaire, on est quand même dans une spécialité très particulière. On n'est pas dans un domaine radiologique où c'est le radiologue qui établit son diagnostic et le patient, il l'a ou il l'a pas devant lui. Il établit son diagnostic et puis il établit un rapport. Et puis de toute façon, pour confirmer le diagnostic, à moins d'ouvrir un genou pour savoir s'il y a la fissure, enfin c'est quand même compliqué. En dentaire, il y a quand même un sujet qui est qu'on peut confirmer en bouche ce qui se passe. Donc il y a quand même un pré-diagnostic clinique qui s'accompagne du radiologique. Donc en radiologie dentaire, finalement la radiologie, elle est un peu secondaire. Donc c'est un peu la chance qu'on a aussi, de notre côté, c'est de Ouais, pouvoir c'est aussi une confirmation en fait. c'est une confirmation, exactement. Une confirmation ou des fois un input qui peut donner, le dentiste d'aller on va dire l'information, d'aller regarder peut-être plus en profondeur à certains endroits. Et donc, en ayant dit ça, finalement, quand on analyse ça comme ça, le dentiste, souvent, et je pense que vous l'avez tous vécu dans la vie, on va voir le dentiste, on va avoir l'impression qu'il nous vend, un peu finalement son marché quoi, c'est, bah, vous allez en fait, vous retenez quasiment le montant que vous allez payer et si ça vous coûte grand chose ou pas grand chose. Alors que finalement, le premier sujet déjà, c'est: est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai compris le pourquoi j'ai besoin de me traiter? Et souvent, quand on va chez le dentiste, c'est pour 2 raisons, soit parce que j'ai mal et auquel cas c'est déjà trop tard en fait, donc le pré-diagnostic n'a pas été compris au préalable, soit, bah, je fais un check-up et là, l'objectif c'est justement de détecter et comprendre l'intérêt de se soigner le plus tôt. Et donc c'est là que la solution qu'on fournit, qui peut être, je pense qu'il y a plusieurs équivalents un peu ailleurs et dans d'autres domaines, mais c'est justement d'être un outil qui permet de fluidifier une communication entre un praticien et son patient, à travers finalement un jargon, un outil plus ludique et un peu moins médical, qui peut, soit faire peur, soit être juste incompréhensible pour le patient. Je voulais juste revenir sur une réponse que tu avais donnée auparavant où tu disais que les dentistes les plus seniors avaient beaucoup apprécié la solution de Allison. Moi, je trouve ça hyper pertinent puisque ils ont de la seniorité, ils sont capables de faire eux-mêmes leur propre jugement, si c'est bon, si c'est pas bon. Et Allison va vraiment venir comme un outil d'aide à la décision. C'est vraiment tout ce qu'on fait normalement en data science. Mais dans quelle mesure ou comment éviter le fait que de jeunes dentistes se fassent peut-être trop manger par des solutions IA pour faire leur choix. Et je m'explique, par exemple, sur ChatGPT, on a vu ce cas où les gens faisaient trop confiance à ChatGPT et il y a eu ces phénomènes d'hallucination et on les a jamais remis en cause. Quand on ne le sait pas, on le croit. Comment on fait sur ce genre de solution, même si les dentistes ont plusieurs années d'études, pour gérer ces cas-là? Alors, moi, j'ai une réponse établie et une autre, que je vais je vais me laisser emporter sur la réponse. Mais en tout cas, la première, c'est: on est dans un domaine médical. Le domaine médical, c'est quand même un domaine sacrément, réglementé et j'ai envie de dire, c'est un peu le bon côté de la face. C'est-à-dire que être certifié, croyez-en mon expérience, c'est un très, très long trajet. C'est pas juste embêtant en fait pour les boîtes, ça sert aussi à quelque chose, C'est a exactement. priori. C'est pas juste embêtant, c'est même très, très embêtant, disons-le et d'autant plus, dans la certification de CE aujourd'hui qu'il y a eu plein d'évolutions avec, enfin bref, un goulot d'étranglement énorme. Aujourd'hui, pour information, pour avoir eu juste un rendez-vous et être, audité, il faut attendre, 4 à 5 ans. Enfin, c'est juste potentiellement d'un point de vue même business, économie et cetera, c'est juste C'est délirant. inimaginable et potentiellement, peut tuer des boîtes, voire même ne même pas les laisser, exister. Donc si le message passe auprès des des institutions, bah, tant mieux. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, la certification, c'est quelque chose c'est un long parcours du combattant, qui en plus de ça
extrêmement coûteux pour une boîte. Mais par contre, l'avantage que ça a, et il y en a plusieurs, hein, c'est qu'évidemment, elle ancre des process qui sont vraiment des bons process de boîte et qui nous imposent de nous poser vraiment des questions pertinentes sur comment doit-on fonctionner au sein de la boîte. Donc là, je parle vraiment de procédure, mais aussi de la manière dont on doit documenter tout ce qu'on fait et faire évoluer cette documentation. Et là, je parle de documentation à la fois technique, mais aussi clinique, puisque avant tout, on est dans le médical, donc il y a tout un tas de choses cliniquement qu'on doit prouver. Donc des études cliniques, des études scientifiques, des publications, etc., etc. On doit passer par toutes ces étapes pour le faire. Donc déjà, j'ai envie de dire que être certifié, c'est qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Et en plus, aujourd'hui, le niveau de certification déclaratif n'existe plus en classe CE. Donc aujourd'hui, c'est classe 2A, c'est-à-dire une certification qui prend beaucoup de temps et qui est auditée. Donc c'est un premier garde-fou. Ce premier garde-fou qui est vraiment audité, qui est vérifié et qui nous permet de mettre dans la main des utilisateurs finaux une solution qui est vraiment éprouvée, cliniquement. Donc qui rentre vraiment dans le process de solutions et d'outils, voire même même process que, alors évidemment un peu moins poussé que de médicaments, hein, c'est exactement la même idée. Donc ça, c'est la première réponse que j'aurais. La deuxième que je pourrais donner, c'est que finalement, on le voit sur la jeune génération, l'appétence, elle est claire. Elle est, «Ah bah, c'est super, ça va m» ils ont une appétence qui est beaucoup plus sur l'automatisation de pas mal de choses. «Ah beh, c'est super, ça me permet d'automatiser ci, ça me permet d'automatiser ça, mais c'est génial» et cetera et cetera. Et c'est là où notre rôle est très important, d'accompagner le praticien dans le fait d'accompagner et donc de fournir un outil qui ne soit pas trop magique, pour ne pas qu'il s'appuie à 100 dessus. Et donc du coup, de mettre des garde-fous à tous les niveaux et donc c'est un peu la boucle qui se ferme un peu toute seule. C'est-à-dire que, parce qu'on a mis en place tout un système de garde-fous qui sont un petit peu obligatoires de par la certification, du coup, dans le produit, le praticien n'a pas d'autre choix aussi que de se prendre au jeu et de faire le travail qui lui incombe, c'est-à-dire, d'établir un diagnostic, de communiquer. Donc tu veux dire que finalement, cette 2e réponse, ça veut un petit peu dire que, heu, masquer ou faciliter la tâche du praticien, sur tout un tas de sujets, annexes, peut-être des fois inintéressants, rébarbatifs d'automatisation, par justement ces démarches d'IA, et d'automatisation, intelligente permettent au praticien de se focaliser sur ce qui est vraiment son métier, c'est ça? Exactement. Tu appuies beaucoup sur la transparence et la confiance, en fait, que ton produit éprouve. Dans l'outil? Voilà. Exactement. Et puis un médecin, soyons clairs, hein, moins de temps il passe devant l'ordi, mieux c'est pour lui. Enfin, Et plus de temps il passe avec son patient aussi. exactement, avec Ouais, son patient et à soigner, parce qu'à un moment donné, il est là ouais, aussi bien pour sûr. soigner. Donc finalement, c'est un peu l'ambivalence, l'ambiguïté qu'on a entre, fournir un SaaS qui est utilisé, donc d'avoir des métriques d'utilisation versus ce qu'on combat, c'est aussi le fait Et qu'il soit moins devant l'utilisation. son écran. Ouais, tu es dans un paradoxe. Exactement, Il faut qu'il exactement. l'utilise, mais le moins il l'utilise, Le moins le mieux possible. mon produit sera en fait, aussi. Exactement. Ouais. Bah, ça me donne aussi, par rapport au choix technologique que vous avez pu faire, et je reviens sur, voilà, ce côté IA qui est vraiment, au centre de votre solution. Quand est-ce qu'en tant que CTO, on fait le choix, potentiellement, parce qu'on a toujours le choix, en tant que CTO, de partir sur une solution entre guillemets «sur étagère». Enfin, je n'aime pas ce terme parce qu'il y a aucune solution qui est sur étagère, hein, tu vois? Enfin, pour les gens, en fait, nos auditeurs, auditrices, tu prends pas un truc, tu le branches, il est sur une étagère, en fait, ça marche pas. C'est Ça la même n'arrive c'est pas. la même manière que quand des clients nous disent: «Tu pas, en arrière-boutique un talent qui serait, tel ou tel profil». Non, non, on n'a pas d'arrière-boutique, on n'a pas de talents qui sont sur étagère non plus. Donc voilà, quand est-ce que tu choisis, fin de la parenthèse, un choix technologique plutôt déjà tout fait ou partir sur créer quelque chose, voilà, from scratch ou pas, c'est quoi tes axes de décision, par rapport à ça? Si tu me donnais quelques infos. Hem, je vais prendre un exemple récent, ça a été, un je vais parler technique, hein, un outil de BI. Un outil de BI aujourd'hui, finalement, ça a été un peu un calcul entre, qui va l'utiliser, qui vont être les utilisateurs finaux, est-ce qu'on a des technophiles face à nous? Donc on parle de profil interne, hein. Est-ce qu'on va avoir le support pour pouvoir le maintenir, le faire évoluer? Est-ce qu'on va devoir mettre en place un data warehouse? Est-ce qu'on a la capacité à le faire? Est-ce qu'on va pouvoir supporter les coûts? Parce qu'on est quand même mine de rien une startup, et cetera, et cetera. À un moment donné, la question, c'est il faut être pragmatique. Il faut que ça marche, il faut que ce soit utilisé. C'est un outil qui va être centralisé, mais allons-y step by step. Et donc finalement, on s'est dit, bah, franchement, faisons une analyse du marché. Aujourd'hui, le coût de mettre en place une solution custom qu'on va maintenir, qu'on va potentiellement développer, enfin bref, on va faire évoluer, versus se dire, bah, on a des outils de BI qui aujourd'hui sont sur étagère, potentiellement open source, comme par exemple un Metabase, et cetera, et cetera. Donc solution qu'on utilise.
franchement, ça fait le job. Ça fait vraiment le job Donc et c'est puis des arbitrages, en fait, en permanence? c'est des arbitrages et moi je pense que l'arbitrage, souvent l'arbitrage technologique, enfin tech que je vais avoir, c'est souvent un arbitrage coût versus, profil pour le maintenir, quoi. Ouais, clairement. J'en profite pour rebondir, puisque le dernier épisode, c'était avec Paul Tabneau, donc sur les plateformes IA. Il avait une question pour le prochain invité, qui est le prochain, et c'est très cohérent, je pense, cette question à ce moment-là. C'était quel est ton avis sur les logiciels, les progiciels qui sont propriétaires, et quelle est ta vision sur un univers qui tend de plus en plus à l'open source? Alors les logiciels Grosse propriétaires, question. ouais, grosse question. Les logiciels propriétaires, j'ai envie de dire que, on les fuit, hein, on fait tout pour ne pas en avoir chez Alison. Donc évidemment qu'on va avoir des logiciels propriétaires, pour certains métiers. On va parler des CRM et cetera. Bon ça évidemment c'est difficilement, accessible, autrement. Même s'il y a évidemment toujours des équivalents, mais à un moment donné, quand on veut quelque chose de pérenne, et qui soit stable et maintenable et même maintenu par un support, à un moment donné, il faut aussi payer pour ça. Par contre, d'un point de vue tech, là vraiment, si on doit parler de maintenance d'un software, de son évolution, de la solution cloud et cetera, aujourd'hui 100 de nos choix sont basés sur des solutions open source. Jusqu'à notre outil de BI justement, qui a été aussi un vrai sujet de se dire: est-ce qu'on souscrit à une solution de fait maison, pour laquelle on paye par utilisateur par mois ou en fait non. Et en fait, on a fait le choix de partir sur un truc open source qu'on a décidé juste d'hoster, mais finalement, ça fait le job. Il y a très peu de maintenance derrière et ça marche très bien. Donc non, non, l'open source pour moi, technologiquement, c'est le choix numéro un. Par contre, et là, je fais un gros parallèle avec la certification, puisque dans la certification, être certifié, ça veut aussi dire avoir un regard et même une procédure de management de ces outils open source. Eh oui, bien sûr, C'est parce pas, c'est que pas si trivial que ça. C'est tu peux être comment certifié, toi, en tant qu'entreprise, mais quid exactement finalement des des socles, du dépendances. support et des dépendances, Exactement, sur lesquelles tu des t'appuies? dépendances logicielles. Donc du coup, ça va se faire par, des considérations de type, ma communauté derrière ça, pourquoi ce choix d'outils et tout ça, c'est documenté. Ça doit être documenté, comment faire en cas de, la solution nous pète et puis elle est plus maintenue. Donc comment faire pour assurer une maintenance, ou en tout cas, un backup. Donc ça veut dire aussi externaliser cette solution open source et la stocker quelque part, versionner pour pouvoir être sûr de pouvoir reproduire le cas échéant. Voilà, donc c'est plein de considérations quand même derrière qui sont des questions ultra intéressantes et du coup ça, typiquement, je trouve qu'il y a dans le domaine médical, avoir, eu tous ces warnings là nous permettent aussi d'avoir un vrai socle, technologique qui nous permettent d'assurer, on va dire la qualité du produit, et surtout sa stabilité quoi, en cas de voilà, on va dire de tornade quoi. Et est-ce que dans cette mesure, vous effectuez des retours sur les produits, les solutions open source, puisque avec votre vision de la médecine et donc les cahiers des charges qui sont très lourds et aussi très longs, est-ce que vous leur fournissez, voilà, des retours sur peut-être comment améliorer certains points ou réfléchir sur des axes plus pertinents peut-être? Ou même, est-ce que vous contribuez aussi? Voilà, c'est une question aussi. Très bonne question. Alors la première question, pas encore, pas encore, les phases d'audit qu'on a vécues et qu'on vit encore, elles sont relativement, enfin elles sont j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une grosse phase de montée en compétences, de par, les organismes notifiés, de par les accréditations, enfin les accréditeurs du coup, qui sont encore aujourd'hui encore en train aussi d'apprendre de ce que c'est que de certifier un seul logiciel, mais aussi certifier un logiciel d'IA, dans laquelle sont essentiellement portées des solutions open source, enfin portées par des solutions open source. Donc pour l'instant peu, donc on a peu de retours, donc forcément j'ai envie de dire qu'on co-construit avec eux. Par contre est-ce qu'on contribue à l'open source, alors aujourd'hui chez Alison, oui et non, pas encore véritablement sur la partie technique et packaging. Évidemment c'est mon ambition. Donc petit message à mon équipe qui équipera ce podcast. Mais par contre, évidemment, d'un point de vue scientifique, déjà, on a déjà fait un gros pas en avant sur des contributions scientifiques, assez intéressantes. Notamment là récemment, on a contribué à la conférence MICAI, où notre équipe a été acceptée sur un papier scientifique, on a pu la présenter, sur un workshop. Donc 1er pas déjà de faire un gros effort scientifiquement parlant, puisque c'est aussi notre premier sujet. Le deuxième étant ensuite, de contribuer à la technologie.
Bah, on allait justement te poser la question de savoir, au niveau des publications scientifiques, est-ce que c'est important? Comment vous placez ça, Est-ce que finalement pour vous, les publications, c'est comme, j'en sais rien pour les développeurs des meet-up ou pour les développeurs, c'est les 20 de Google, Ouais. qui donnent à l'innovation et cetera? Ou est-ce que c'est vraiment un enjeu aussi, plus important de respectabilité, tu sais, comme on peut produire du papier parce qu'il faut, se faire un nom, se faire une place et qu'on est respectable quand on publie? Bah, moi, j'ai une vision de la R&D, assez tranchée, en tout cas chez Allison, qui est qu'évidemment, nous, on a une application de la R&D très pratico-pratique. C'est une R&D appliquée, pour de facto. Donc, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de thésard et cetera. C'est bientôt prévu, mais c'est pas encore le cas de faire de la pure recherche. Donc, dans cette conception de la R&D très appliquée, hem, aujourd'hui, face à une compétition évidemment accrue, Heu, il y a 2 sujets. Le premier, c'est d'être à l'état de l'art, ça c'est clair. Donc, déjà il y a un premier sujet, c'est de l'être, ça va très vite, soyons clairs. Et ensuite, c'est d'aller plus vite que les concurrents. Et donc plus vite que les concurrents, ça veut dire que, il faut être plus innovant et donc, avoir une approche, basée sur de la recherche et donc basée sur de l'innovation et cetera. Donc, jusqu'à présent, moi j'étais dans une conception, donc on a quand même 2 ans et demi de boîte, 3 ans, personnellement, puisqu'on a commencé la boîte avant qu'elle existe officiellement, mais qui était de dire: «On va d'abord, être dans le savoir-faire», c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire, avec, apprendre le métier et apprendre à adapter, ce qu'on sait techniquement, scientifiquement au contexte métier. Là où maintenant on est rentré dans une ère, chez Allison, où on est dans le faire savoir. Donc c'est-à-dire, comment faire en sorte que ce qu'on a commencé à accumuler comme compétences qui peut potentiellement profiter à d'autres secteurs, voire même potentiellement à la compétition, mais ça, à la limite, c'est un sujet qui est évidemment, un peu plus stratégique, mais c'est comment faire savoir? Et pour moi, il y a 2 enjeux là-dedans. C'est le faire savoir, évidemment, d'un point de vue entreprise, entrepreneurial, donc du coup, c'est un tout un tas d'intérêts, évidemment, que je n'ai pas besoin d'expliquer. En revanche, il y a aussi un enjeu plus humain et plus éthique auprès de mes équipes, c'est de faire en sorte que leur voyage chez Allison soit le plus profitable. Les profils ne sont pas éternels, c'est faire en sorte qu'un talent qui rentre chez Allison soit un talent plus, en sortie et donc de passer par toutes ces cases. OK, c'est hyper intéressant. Ça nous permet de passer à la dernière partie qui est sur, l'attraction et la rétention, en fait, des talents. Puisque comme vous êtes une start-up dans l'intelligence artificielle, est-ce que vous attirez beaucoup de candidats? Et donc, à plus forte mesure, est-ce que le fait de faire des publications, ça attire des superstars de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils viennent vous voir en connaissance de cause, puisque vous êtes vraiment maintenant des spécialistes de la computer vision? Alors, 1 partie de la question, oui, ça attire. C'est clair que, enfin, quand on parle IA, quand on parle médical, quand on parle IA, imagerie, donc computer vision, deep learning et cetera, enfin, on a tous les signaux pour aussi attirer, on va dire, les talents et évidemment les masters les plus, prisés, aujourd'hui, mondialement et ça, je pense que plein d'articles, en ont parlé récemment. Donc ça, c'est clair. C'est pas un sujet. Sur le sujet, grâce aux publications, on le sait pas parce que c'est évidemment très, très récent, qu'on a publié, donc on va le savoir, dans la prochaine vague de recrutement qu'on est en train de lancer. Par contre, là, très très clairement, les fonds d'investissement, donc évidemment dans les process de levée de fonds qu'on est en train de revivre actuellement, c'est game changer. C'est game changer parce que ça témoigne aussi d'une capacité de l'équipe à avoir, à s'être construit une expertise qu'elle est capable, de communiquer et moi je pensais que les fonds n'étaient pas si, alertes par rapport à ça ou en tout cas pas forcément très regardants. En fait si et tant mieux du coup parce que ça nous a vachement aidé. Ouais, bah, du coup, ça me donne, aussi, de l'eau à mon moulin. Je pensais à un truc quand tu parles justement de cette, rétention, attractivité aussi, de talent, levée de fonds et aujourd'hui tous les projecteurs sont vraiment, braqués sur l'IA et sur les startups IA. Donc du coup, c'est cool, hein. On a l'impression d'être la plus belle ou le plus beau du bal, finalement, dans toutes les startups. Est-ce que le fait d'être parce que vous êtes basé en France, je sais qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont tendance à s'exporter. Il y avait toujours ce côté, ouais, si tu veux monter une startup, il faut mieux être aux États-Unis, et cetera. Mais j'ai remarqué de plus en plus, je vais faire un peu le côté chauvin ou, Emmanuel, si tu nous regardes, tu as mon 06. Mais non, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a de plus en plus de startups qui reviennent se positionner à Paris. On l'a vu avec, Ginkface, on le voit avec Mistral, qui est en train d'essayer de lever, une somme faramineuse, et cetera. Est-ce que c'est un avantage aujourd'hui, d'être en France? Et est-ce que tu regardes à l'étranger avec les yeux qui brillent ou tu te dis: «Finalement, je suis Non. bien et je suis au bon endroit aujourd'hui»? Alors non seulement ça j'ai jamais, enfin ça a jamais été le cas.
J'ai jamais eu ce prisme-là de regarder à l'étranger parce que j'ai une formation très scientifique, très théorique et je le savais déjà de par le vécu que c'était, qu'on était, parmi les mieux formés dans le monde, mais encore plus maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus un sujet que, la place de l'IA elle est en France, quoi. Elle est en France, que les talents sont en France, et qu'il y a vraiment pas besoin d'aller chercher plus loin. Là, il Donc faut jouer un air de Marseillaise derrière. et j'en suis mais intimement convaincu. C'est-à-dire que, enfin voilà, on témoigne des boîtes qui se relocalisent. Alors à savoir entre, aller chercher les talents, plus localement ou optimiser, financièrement parce qu'on sait qu'évidemment les profils sont, soyons clairs et transparents, hein, sont plus abordables ici, parce que démesurés ailleurs, mais aussi parce que autre rythme de vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est clair et notre R&D aujourd'hui a vocation et même notre socle technologique a vocation à rester en France puisque c'est possible. Et je pense qu'il y avait un article aussi qui encensait aussi le master du MBA. Je crois qu'il est sorti il y a quelques semaines et qui disait que voilà, c'était parmi le master. Alors ça fait un moment qu'on le connaît évidemment pour ceux qui sont dans ce secteur-là et pour qui aujourd'hui, quand on est dans la santé, dans l'IA, c'est finalement un peu les profils un peu Graal qu'on va aller chercher, qui vont se trouver dans ce type de master. La balle est dans le camp, du politique, de ne pas, finalement cramer, et faire, des mauvaises choses et ne pas arriver à un résultat, qu'on serait en droit d'espérer pour le niveau de formation, qu'on a, académique et en recherche, en Ouais, France, c'est je finalement. pense au niveau de la recherche que ça va jouer aussi Ouais. surtout, hein. Je voulais aussi revenir sur la partie intelligence collective qu'on avait eue au dernier épisode. Comment vous arrivez à créer de l'émulation au sein de l'entreprise? Comment vous partagez les connaissances? Puisque bah, voilà, vous êtes, je pense, à l'état de l'art sur un sujet de pointe et sûrement de niche. Voilà, comment se fait le partage de l'information? Alors c'est une bonne question parce que, elle se fait à plusieurs niveaux déjà. Déjà dès le début, moi je savais, bon j'ai évidemment cette casquette, très pédagogique, de par ma formation et mon parcours, mais, en tout cas dès le début, c'est essentiel de vulgariser et si on vulgarise à des clients, on doit le vulgariser en interne, c'est évidemment, le b.a-ba. Parce qu'il faut savoir le vendre, hein, évidemment, et il faut savoir répondre, aux objections. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc premier sujet de vulgarisation, donc ça passe par des formations, ça passe par des sessions, qu'on met à jour, qu'on met en place, de manière, soit ponctuelle, soit à travers des rythmes dédiés, hein. Donc on a des FAD, donc des formations à distance, on va avoir, des BBL, donc des brown back lunch, on va vouloir peut-être diguer sur un sujet précis pendant une pause déj, et on va soit discuter d'une techno, soit, d'un composant produit, pour, finalement aider à mieux comprendre. Ça peut être très technique, ça peut être comme un peu moins technique si c'est un public un peu plus ouvert. Donc finalement, c'est tout un tas de cérémonies qu'on met en place. Évidemment, bon, c'est bien de le dire, mais il faut enfin voilà, évidemment, ça va de soi, mais c'est une communication ouverte, c'est-à-dire que, faire en sorte que les équipes se parlent, faire en sorte que les équipes, soient suffisamment, on va dire, ouvertes à aller voir, décloisonner, aller voir l'équipe d'à côté qui fait ci, qui fait ça, et cetera et donc ça passe par évidemment tout un tas ça passe par le management, soyons clairs, c'est par, le lead by example, et cetera, et cetera. Donc c'est un vrai sujet aussi d'entreprise et d'organisation. Et à quel moment, du coup, les profils tech, ils peuvent se permettre d'aller chercher des nouveaux outils, tester de nouveaux outils? Comment vous aussi, vous voyez, du point de vue un peu management, quand une personne vous dit, bah voilà, il y a ce nouvel outil qui existe. Moi, je pense par exemple à Copilot, qui est dans le cadre du code. Bah, super, non, mais en fait, c'est exactement l'exemple que j'ai en tête parce que, moi j'ai une culture du testing permissif. C'est-à-dire que, ça c'est pas moi qui vais, toujours trouver les bonnes solutions, les bonnes idées. À un moment donné, enfin, je suis CTO aujourd'hui, je considère que je suis CTO depuis réellement, on va dire, ce début d'année. C'est-à-dire que je prends que de la hauteur que depuis, ce début d'année. À savoir, je mets les mains dans le code. Donc, mettre moins les mains dans le code, ça veut dire que je m'éloigne forcément du dev et donc forcément des outils, qu'il manipule au quotidien, de l'efficacité qu'ils peuvent avoir à travers, A, B, C ou D et donc bah, l'exemple, Copilot, c'est l'exemple qui est arrivé il y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, où ça a été testé, donc payé par des personnes, de manière individuelle, hein. Elles ont testé l'outil, elles ont payé même, elles le payent même pour elles et à la fin, elles me sont venues en me disant: «Mais en fait, franchement, j'ai gagné 20 à 30 d'efficacité». Donc là, on est en train de se poser la question de le mettre en place potentiellement pour tous les devs. Donc ça représente un coût, parce que ça a un prix, mais derrière, c'est mesurable, quoi. Et au-delà de ça, parce que Copilot, c'est un vrai sujet. C'est performant, soyons clairs, c'est vraiment, vraiment très pertinent. Donc là, c'est vraiment un exemple d'inception d'une boîte d'IA qui utilise vraiment de l'IA. À côté de ça,
qu'on parlait encore de certification, et cetera. La certification impose aussi un coverage de test très important et franchement, Copilot sur ce genre de fonctionnalité est vraiment très pertinent. Au niveau du testing et de la Bien QA. sûr. Il va t'écrire Les des tests tests, unitaires, au exactement et kilomètre. ça permet Ouais, d'augmenter très significativement, une couverture, la vélocité. exactement. Et donc là, si tu peux nous lister un peu les outils que vous utilisez en interne, donc il y a du copilote pour les devs, donc là, si toi qui as la vision un peu transverse de tes équipes et tout. Ouais, un petit peu. Après, alors du coup, il y a quand même côté sales, hein, ils utilisent un peu d'IA, alors évidemment, tout le monde on a démocratisé, Bard puisqu'on est sur la suite Google, donc Bard, l'équivalent de ChatGPT. Alors, tout le monde a testé ChatGPT, au tout début évidemment, il y a quelques mois. Il remarque une vraie différence entre les 2 quand même, dans la syntaxe, dans la formulation et cetera. Donc Bard Mmh. est un peu moins pertinent là-dessus. Par contre, d'un point de vue réglementaire, légal, Bard amène des informations plus fraîches et ça, on l'a constaté sur le terrain, Ouais, c'est vrai. notamment des citations, Exactement, plus de références, exactement. C'est moins plus à de jour. c'est moins dans le ouais, c'est plus à jour. Même si c'est mis à jour la ChatGPT sur avril 2023 là, récemment, il 23 y a 2 jours. exactement, ouais, Ouais. donc on a je sais pas si l'équipe, le reteste, suffisamment ou en tout cas arrive à le comparer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une team de ChatGPT, une team Bard, et fonction de Comme, la compétence, en tout cas, c'est Emacs et VI, c'est à peu près ça. Et puis, par exemple, côté sales, on a un outil, de recording de call, et cet outil de recording de call qui est toi, c'est tactique ou autre chose? ouais, l'équivalent d'un Mojo, quoi et en gros, bah, Où tu as de l'avantage, c'est la qu'ils ont derrière transcription exactement de la c'est transcription ça? et puis même des moments où ils détectent des moments d'intérêt, sur les Ouais. calls. Ce qui fait que, par exemple, nous, opérationnellement parlant, on va des fois soit envoyer un call et le call va être automatiquement redirigé sur le moment d'intérêt, soit Mmh. pouvoir flaguer des moments d'intérêt, on va pouvoir vraiment se partager Ouais, les parce choses, qu'à un quoi. moment donné, dans ton meeting, tu as dit important ou, attention ou, là, il va aller capter le truc, quoi. Exactement, des mots-clés et ça typiquement, ça permet ensuite à la fin d'avoir des statistiques, de pertinence des calls et cetera, et c'est hyper intéressant parce que là pour le coup, c'est une nouvelle façon d'aborder le métier de sales, le métier de CS, de customer success, basé sur, finalement du learning quoi, Tous les complètement. métiers se réinventent, en fait. Ils sont augmentés en fait, ils sont augmentés Tous les métiers se réinventent. Au marketing aussi, j'imagine? au marketing Ouais, clairement. ouais. Et une autre question que j'avais, par rapport est-ce que ça a changé quelque chose dans, votre capacité, tu vois, en termes de recrutement, et puis en termes de fidélisation de collaborateurs, de savoir retenir les talents finalement aussi? Heu, il y a un côté, impactant, pour une entreprise d'être capable de dire, «Oui, oui, nous on utilise des outils, IA au quotidien, dans notre boîte», et cetera et parce que finalement, est-ce que les millennials, les nouvelles générations, les digital natives, tu disais qu'ils étaient très friands de ça, finalement, est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas dire: «Non mais moi je vais pas dans une boîte où il y a pas, il y a pas ChatGPT open bar open bar». Ouais, c'est une bonne question, faudrait que je la pose à à ma RH, mais alors je l'ai pas vu en frontal, en tout cas pas dans Peut-être tu le l'équipe mets dans les listes de points positifs, juste en dessous de et baby-foot, quoi. encore on le met pas. Donc pas encore, mais pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a quelques millennials et là, pour le coup, c'est des gens qui, sans avoir, demandé quoi que ce soit, se sont quasiment auto-permis, le fait de pouvoir le tester, quoi. Donc après, En mode millennials, quoi. voilà, en mode millennials. Donc on voit clairement cette culture assez différente, mais par contre, non, non, pour l'instant, pas sur, c'est pas encore un argument évident, ou essentiel, dans une propale. En tout cas, je l'ai pas observé. Peut-être que sur la prochaine vague, on le constatera. Ce serait une bonne chose à analyser, en tout cas. Et toi, de ton point de vue, est-ce qu'il y a une techno ou un outil où là, il y a vraiment un effet waouh en ce moment? Ah ouais, j'ai envie de mettre un bruitage. C'est l'effet waouh. L'effet waouh. Bah, l'effet en fait, là, clairement, on fait de l'imagerie et donc la Gen AI, aujourd'hui, tout le monde en parle. L'effet waouh, il est enfin, bon, les devs, et les développeurs, AI engineers s'amusent pas mal à faire pas mal de private jokes, sur, OK, je vous génère des trucs, assez mirobolants et cetera. Donc dans des contextes un peu sympathiques. Donc ça, déjà, ça met une bonne ambiance. Mais à côté de ça, c'est waouh dans le sens où je suis en train de voir à quel point ça peut être des accélérateurs à plein de niveaux. Par exemple, donc 2 choses. Une chose très, pratico-pratique dans un métier plutôt proche du conseil, et même, moi qui, évidemment, suis front avec le client et faire des prêts, c'est rébarbatif. Heu, Générer des slides, aujourd'hui, c'est genre,
l'effet waouh assuré. Dans le sens où, en fait, je n'ai plus de temps à passer, à me consacrer sur le fond, la forme, mais uniquement sur le fond. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu penser aussitôt. Et c'est aujourd'hui, c'est clairement en train d'arriver. Donc évidemment, aujourd'hui, la capitalisation derrière ça pour une boîte de conseil, c'est énorme parce que les gains derrière sont énormes. À côté de ça, de manière plus pragmatique, et plus pratique sur notre métier au quotidien, la générative AI, ça a été un vrai sujet de réflexion, notamment de fonctionnel, donc en termes de features, de se dire: «Est-ce que c'est quelque chose qu'on va apporter dans le produit ou pas?» Est-ce que, triquer une radio, projeter une radio avec un état avant, un état après, c'est quelque chose qu'on veut, qu'on peut pas faire, et cetera? Et ça, on s'est dit: «Il y a quand même un sujet éthique derrière». Donc il y a plein de petites questions derrière, éthiques, Eh oui, qui arrivent, gros sujet éthique. sur comment vont consommer les utilisateurs cette technologie. Et là, on s'est dit: «OK, gros no go, on attend de voir C'est trop mûrir le frais, sujet, c'est trop frais». trop frais Exactement. aujourd'hui. Encore trop de questions. Capable de, je sais rien, de faire évoluer une radio, et de dire, Bah, ou de finalement, il y a une carie là, je la crée ou de l'enlève, quoi. d'influencer, le professionnel, parce que le modèle a décidé qu'il fallait faire Exactement. apparaître ça ou ça, quoi. Ou mal intentionné, le professionnel qui l'utilise à des fins de fraude, par exemple. Donc il y a plein de sujets, quoi, derrière. Ouais. Assez grave. Ouais, bien sûr. Ouais, les fraudes dans le domaine dentaire. Du coup, j'avais bah, on se dirige là vraiment vers la fin de notre podcast, même si on pourrait rester, des heures, hein, ça fait déjà presque 1 heure. Est-ce que tu aurais une question? On a toujours cette habitude de proposer à notre invité, de l'épisode N, de poser une question pour l'invité de l'épisode N+1. Donc, est-ce que tu aurais une question pour notre prochain invité, du podcast «Il y a pas que la data»? Bah, oui, bien sûr, je peux en tout cas, la créer là. Moi, ce qui m'intéresserait, pour mon prochain interlocuteur, ce serait de savoir un petit peu, bah, ce serait quoi selon lui, un peu les secteurs ou en tout cas les solutions, pratico-pratiques d'IA qu'il verrait, un peu porteuses de pour 2024. C'est-à-dire finalement quelles seraient entre 2023 où on a vu un peu, bah, OK, les nouveaux outils et finalement une industrialisation claire de tous les processus. Quelles seront, bah, les applications vraiment de 2024, qui seront complètement appropriées, à travers ces nouvelles technologies. Du coup, essentiellement IA et Grosse boule de cristal. exactement. C'est la question boule de cristal, la question à 100 milliards de dollars en C'est fait. ça, Quelle nouvelle, use case va, exploser en 2024, sur lequel je puisse, investir et miser tout, miser exactement. tout de mon argent. Bah, écoute, super en tout cas, très, très bon moment passé en ta C'est compagnie, partagé. Sacha, en votre compagnie, bien évidemment avec mon acolyte Thomas. Merci à tous nos auditeurs, auditrices, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à, voilà, à nous contacter si vous voulez aussi, discuter, blablater, chatter IA dans Il n'y a pas que la data, ça nous fera très plaisir. Merci beaucoup Sacha, Merci Sacha. Merci à vous, ça m'a fait grand plaisir. merci beaucoup Thomas Merci Pierre. de ce moment passé, à vos côtés. À bientôt. À bientôt.